Nous avons rencontré Margot un jour d'hiver. L'un de ces jours qui colle le bourdon, mais propice aux confidences. Margot pensait que le temps était venu de témoigner. Les femmes devaient savoir, absolument. Justine aussi en était convaincue. Justine et Margot sont deux victimes d'un objet si intime qu'on chuchote à peine son nom. Un tampon. Lorsque les premiers mots sont sortis, comme ceux qu'elles ont jetés sur ordinateur, ne résonnaient que des souvenirs traumatiques. Je me sens lourde et fatiguée. Tellement fatiguée que je n'arrive pas à me rappeler clairement des jours précédents. J'ai comme l'impression d'avoir été ouverte sur tout le ventre et que tous mes organes vont tomber à chaque fois que je fais un pas. Il y a une semaine, j'avais une vie normale et maintenant je suis là. Je me rends compte que je viens de frôler la mort. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à retrouver ma vie, ma santé et mon corps? Je vis dans l'angoisse d'une récidive. Personne ne sait ce qu'il m'arrive. Qu'est-ce que je vais leur dire? J'ai failli mourir à cause d'un tampon? Frôler la mort à cause d'un tampon, c'est à peine croyable. Pourtant, c'est bien le récit que vont nous livrer ces deux jeunes femmes, pas à pas. Je ne pense pas que les femmes soient au courant du risque lié au tampon, car on n'en parle pas. On n'entend jamais parler de la dangerosité du tampon. On essaie de se souvenir le moment où on avait ces règles. À quel moment c'était, quel tampon, ça reste en nous, c'est ancré, c'est un choc qui a bouleversé ma vie. Pendant des mois, comme pour assembler les pièces manquantes d'un puzzle, nous avons rencontré des victimes, des scientifiques, guidés par deux envies majeures. Pallier le manque cruel d'informations sur les tampons et déterminer leur degré de dangerosité afin d'inciter les autorités sanitaires et les fabricants à prendre les mesures nécessaires. Regardez, sur n'importe quelle boîte de médicaments, vous avez la composition. Y compris les excipients, les choses qui servent à parfumer. Là, rien. Silence total. Vous entendez vos amis vous dire « utilise des tampons, c'est un produit sûr ». Mais personne ne m'a dit qu'il y avait des risques possibles. Nous devons aider les utilisatrices d'aujourd'hui à prendre une décision en toute connaissance de cause. Alors que les femmes utilisent en moyenne 11 000 tampons dans leur vie, les fabricants refusent de communiquer sur leur composition. Nous avons donc lancé nos propres analyses en laboratoire et avons eu accès à une étude inédite lancée par le secrétariat d'État à la consommation. Tous les tests ont mis à jour des substances toxiques. On a recherché les dioxines et furanes, il y en a 25, on a recherché le formaldéhyde, on a recherché le glyphosate, on a également recherché des phtalates, on en a cherché 15 dans notre liste. À ce jour, il n'existe aucune étude d'impact des tampons sur la santé des femmes. Voilà pourquoi, patiemment, nous avons mis en lien, dans le monde entier, des travaux de scientifiques et rencontré des lanceurs d'alerte qui exigent que ce produit d'émancipation ne devienne pas un symbole de régression. L'attaché de presse m'a dit « Ma belle, ne vous inquiétez pas trop pour la dioxine, c'est pas urgent. » Et j'ai répondu « Cette charmante petite tête en sait bien plus que ça. Je suis plus intelligente que ce que vous croyez. » J'ai dit aux fabricants « Qu'est-ce qui pourra me faire arrêter de témoigner ? Ma mort. Je témoignerai jusqu'à ma mort parce que si on continue à parler, quelqu'un va bien finir par écouter. » Alors, écoutez attentivement ce qui va suivre. C'est un fait assez troublant.
Les femmes qui ont frôlé la mort à cause d'un tampon racontent toutes le même début d'histoire. Épuisement brutal, forte fièvre, impression d'avoir la grippe ou une gastro. Elles présentent en général les mêmes symptômes. Pour Justine et Margot, c'était en 2013. La nuit tombait. J'ai commencé à me sentir pas bien, à commencer à avoir un peu de fièvre. J'étais toute patraque, toute brassée, barbouillée. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à vomir une première fois, une deuxième fois. Donc là, ça ressemblait effectivement à une gastro. Et là, j'ai commencé à avoir la peau toute rouge comme un énorme coup de soleil. J'avais donc la température, j'étais pas bien, j'étais fatiguée, je vomissais. Donc je me suis dit ça va durer 2-3 jours, puis ça ira le lendemain. Et en fin d'après-midi, je me suis quand même décidée d'aller voir un médecin parce que j'étais vraiment pas bien. Et à ce moment-là, le médecin ouvre la porte et j'étais tellement faible que j'arrivais même pas à lever la main pour lui dire bonjour. Il me parle de la scarlatine puisque j'avais la langue gonflée framboise. Comme quoi j'avais du sang dans les yeux, une petite tension, le cœur qui battait très vite, trop vite. Donc il m'a examinée et il a vu que j'avais le ventre qui était un petit peu dur. Du coup, il m'a dit d'aller aux urgences parce que j'avais probablement l'appendicite. Justine et Margot sont maintenant toutes les deux aux urgences. Mais leurs cas ne sont pas jugés prioritaires. Seule dans un coin, Justine patiente. Aucune infirmière ne se rend compte que son état vient subitement de se dégrader. Je commence à ressentir des douleurs, mais que j'avais jamais ressenties. Et par la suite, j'ai appris que c'était dû à la déshydratation, donc c'est mes reins qui ne fonctionnaient plus. Et là, ça a commencé à être l'urgence. Margot, elle, a déjà été prise en charge, lorsque soudain, elle s'enfonce. C'est la panique. Aucun médecin ne comprend ce qui lui arrive. Personne n'a pensé à lui demander si elle avait ses règles, ni si elle a porté un tampon dans les heures qui ont précédé. Laure, qui accompagne sa fille Margot, patiente dans la salle d'attente sans s'inquiéter. Lorsqu'un médecin sort pour lui parler, c'est le coup de massue. Donc là, le médecin me dit écoutez, venez voir, il faut qu'on vous parle. Margot a une infection et c'est grave. Donc je comprends toujours pas. Je lui dis oui, elle a une infection, mais qu'est-ce qu'elle a? Je comprends pas. Et là, il me redit écoutez, c'est grave, c'est très très grave. Son pronostic vital est engagé, très très engagé. Foie, reins. Les organes de Margot sont en train de lâcher les uns après les autres. Les médecins qui s'occupent de Justine, eux aussi, sont paniqués face à tous ces symptômes qui, a priori, ne semblent avoir aucun lien. Pourtant, il y en a un. Le tampon. C'est lui qui sournoisement a déclenché un syndrome, le SCT, syndrome du choc toxique menstruel. On a commencé à me déshabiller pour voir un petit peu ces plaques que j'avais sur le corps. Ils se sont aperçus que j'avais la peau qui était en train de nécroser au niveau de l'aine. J'avais des œdèmes. En fait, je ressens les médecins s'inquiéter de plus en plus, angoissés. Ils cherchent des liens, ils cherchent un sens, ils appellent des collègues. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? En France, la plupart des médecins ne sont pas formés à identifier cette maladie. Même certains gynécologues en ignorent l'existence. Dans les centres hospitaliers de Lyon et Bourgoin, où ont été admises Margot et Justine, personne ne pense à contacter un chercheur qui travaille juste à côté. Le professeur Gérard Lina est pourtant l'un des seuls médecins en France à plancher sérieusement sur le SCT. Il connaît le responsable du syndrome du choc toxique menstruel, le tampon
qui permet à une variété particulière du staphylocoque doré, dont certaines femmes sont porteuses, de se développer. Si le fluide menstruel est bloqué par un tampon dans le vagin et que dans le vagin il y avait déjà du staphylocoque doré, le staphylocoque doré va utiliser le fluide menstruel comme milieu de culture. Là, ce qu'on voit ici, c'est des colonies de staphylocoque. Et c'est probablement ce qui se passe au niveau du vagin. On voit qu'autour des colonies, là, le sang a été détruit par la bactérie qui a produit des toxines qui détruisent les globules rouges. 20 à 30% des femmes sont porteuses du staphylocoque doré. Chez certaines, il va justement libérer cette toxine extrêmement dangereuse et déclencher une infection généralisée. Ces toxines qui passent dans le sang, en fait, activent le système immunitaire de façon massive et en fait vont être responsables d'hypotension, de choc, de fièvre, d'éruption cutanée. Et si on ne prend pas en charge correctement cette maladie, on peut en mourir. Vers 8 h du matin, on est à nouveau, les médecins viennent nous chercher, on rentre dans une salle, ils sont 5 ou 6. Et ils nous indiquent que Margot a plus de tension et que s'ils ne trouvent pas d'où vient l'infection avant midi, elle sera perdue. Et c'est la première fois où là, je pense à la mort, en fait. Parce que je me dis, c'est quand même bizarre de se sentir enfermé, de ne plus pouvoir bouger. Est-ce que je suis en train de mourir progressivement? Est-ce que je suis en train de tomber dans le coma? Est-ce que c'est ça, être dans le coma? En fin de matinée, j'ai un message de l'hôpital qui me disent ça y est, on a trouvé. Margot a une infection de l'appareil utérin. On va essayer de l'opérer. Après, on ne peut pas vous dire si elle va sortir vivante ou pas de l'opération, si elle va supporter le choc. On n'a pas le choix. Les médecins vont réaliser une intervention lourde, curer ses trompes. Margot sort vivante de l'opération, mais comme 20% des femmes dans ce genre de cas, elle ne va pas être répertoriée comme une victime de SCT. Pour les médecins, elle aurait contracté une maladie sexuellement transmissible. Ça a été assez violent, ouais, parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte que Margot a une vie dissolue, qu'elle a multiples partenaires. Enfin, ils ont été assez... déjà, on vous annonce que votre enfant va mourir, et après, on vous dit, en plus ils l'ont sali quelque part. Quand les gens me disaient, mais voilà, ça vient de quoi? Pourquoi t'as fait ça? Voilà, j'avais pas envie de leur dire, apparemment, c'est une MST. Donc voilà, c'était aussi très compliqué, en fait, par la suite, d'en parler et puis de l'expliquer aux autres. Et voilà, c'est quand même très tabou et assez mal vu dans la société actuelle, donc... Margot et sa mère vont vivre avec le poids de la honte pendant 1 an et demi avant d'obtenir enfin le bon diagnostic. Un cas de figure malheureusement courant et surtout très problématique, car un diagnostic non réalisé ou même tardif peut s'avérer fatal. On s'aperçoit qu'il y a 20% des femmes qui sont rentrées chez elles sans savoir ce qui s'était passé. Ce qui est assez embêtant quand même, hein, parce que du coup, quand on regarde sur le fait est-ce qu'elles ont réutilisé des tampons ou pas, on retrouve à peu près le même chiffre, à savoir que 20% des femmes qui ont été prises en choc, qui ont eu des chocs, ont réutilisé des tampons, alors que c'est clairement un risque important de récidive chez ces femmes. Il y a certainement plus de cas que ceux qui sont déclarés. C'est un peu comme l'iceberg. Pour l'instant, nous, on connaît juste la partie qui est émergée et on ne sait pas quelle est la partie immergée et qui n'est pas déclarée.
Après une semaine épuisante, Justine sort enfin de son combat contre la toxine. Un miracle. Et par chance, ses analyses trouvent rapidement le chemin du centre du professeur Lina, qui lui annonce qu'elle a bien fait un SCT. Une information qui va la soulager, mais qui ne va pas faire taire les souffrances toujours endurées par son corps. Alors, plus les jours passaient, plus j'avais des symptômes nouveaux, différents. J'ai perdu la peau des mains, des pieds, des paupières. J'ai commencé plusieurs semaines après la sortie de l'hôpital à perdre mes cheveux par poignée. J'ai eu des choses bizarres qui m'arrivaient et qui repartaient comme elles étaient arrivées, donc c'est-à-dire soudainement. Parfois, les conséquences du choc toxique peuvent être encore plus graves. Un mannequin américain de 24 ans a porté plainte contre un fabricant de tampons. Depuis 3 ans, Lauren Wasser fait régulièrement la une des magazines en exposant sa jambe amputée. Telling her and my godfather to prepare for my funeral. My right leg was really bad. They both were just on fire. I mean, I can't even describe to you the pain. Pendant un SCT, face à la toxine, les organes vitaux se mettent en mode de survie, aux dépens des extrémités, de moins en moins irriguées. Pieds, jambes, mains. L'amputation ne peut alors être évitée. Trois ans plus tard, Justine, elle, continue à faire des allers-retours à l'hôpital. Son cœur a été lourdement endommagé par l'infection. Péniblement, elle vit avec ce corps fatigué qu'elle ne comprend plus. Le corps a vraiment subi un gros trauma. Je peux me réveiller un matin et être en pleine forme, comme je peux passer 2 jours complètement épuisée à ne faire que dormir, à ne pas avoir la force de rien, quoi. Margot, elle, a repris son quotidien sans y parvenir totalement. Elle aspirait à une vie simple, une vie comme tout le monde, comme elle dit. Un boulot, une famille. Mais un tampon lui a volé son rêve de femme, avoir un enfant. Donc ils m'ont annoncé qu'ils ne pouvaient pas se prononcer à l'heure actuelle sur les chances de pouvoir procréer naturellement, en fait. Et ça risque d'être compliqué pour devenir mère. Et voilà, à 19 ans, quand on apprend ça, c'est très dur moralement. Je me dis qu'un tampon a failli me coûter la vie et maintenant, ce fameux tampon-là risque de réduire mes chances d'avoir des enfants. Enfin, qu'est-ce qui fait en fait dans la composition pour arriver à entraîner un choc septique et aujourd'hui encore, j'ai pas de réponse. Comme Margot, de plus en plus de femmes s'interrogent aujourd'hui sur la composition des tampons. Lancée par une étudiante française en août 2015, une pétition réclamant la transparence des produits a déjà récolté près de 260 000 signatures. Alors qu'un produit cosmétique, comme un simple gel douche par exemple, est dans l'obligation de lister ses ingrédients, pour un produit intravaginal sensible comme un tampon, rien, le néant. Pourtant, le professeur Lina en est convaincu. Dévoiler la composition secrète des tampons permettrait de comprendre vraiment comment se développe le choc toxique. Le tampon peut modifier la physiologie du staphylocoque. Et ça va dépendre de la composition du tampon. En fait, j'ai essayé de trouver des jeunes femmes qui seraient d'accord pour participer à l'étude sur les tampons périodiques usagés.
Récolter des tampons usagés, c'est le défi surprenant que s'est lancé le microbiologiste pour répondre aux questions qu'il se pose. Il a choisi de mettre à contribution les étudiantes du campus de médecine de Lyon, quelque peu décontenancées par une telle démarche. Est-ce que vous seriez partant ou pas de faire un don de tampon usagé? Ouais. Donc, sur le principe, est-ce que vous seriez partante, hein? C'est délicat, hein? Ouais, c'est bizarre. Donc, ouais, je ne me sens pas à l'aise, mais ce qui est normal, hein? C'est vrai que ça s'attendait pas à ça. Ouais, de questions. C'est très spécial. Malgré les réticences, le professeur Lina persévère, car selon lui, il y a urgence. Les cas de choc toxique menstruel se multiplient. L'an passé, le microbiologiste a recensé à lui tout seul 17 victimes. Les cas ont quadruplé en 12 ans. Tout le monde pensait que c'était une maladie qui avait disparu, mais en fait, elle n'a pas disparu du tout. Et depuis les années 2000, on la voit réapparaître sans comprendre quels sont les facteurs qui font qu'elle réapparaisse. Actuellement, je suis le seul en Europe à collecter des tampons usagés pour faire des études sur l'impact, sur la flore, sur les toxines qui pourraient être libérées dans une utilisation normale de tampons périodiques. Il y a 30 ans, une épidémie de SCT avait déjà fait rage. Cette histoire, les fabricants aimeraient que jamais on ne la raconte. I never thought a tampon could be so great until I learned about Rely. The special shape, the unique material. Rely is made a whole new way, so it's a whole new kind of tampon. Rely is so fantastic, there's nothing else like it. Rely. Son nom sonnait comme une jolie promesse. You can rely on signifie tu peux avoir confiance, tu peux te fier à moi. Il s'est avéré l'un des tampons les plus meurtriers qui soient. Près de 600 cas de syndrome du choc toxique déclarés en une année et près d'une centaine de femmes décédées. Nous voici replongés à la fin des années 70. Le docteur Philippe Tiernaud va être le premier chercheur à enquêter sur ce nouveau produit, annoncé comme révolutionnaire par son fabricant, Procter & Gamble, futur numéro 1 des protections périodiques. Le Rely a été conçu par Procter & Gamble car l'entreprise n'était absolument pas présente sur le marché des tampons. Zéro. Il devait arriver avec un produit unique, plus absorbant, plus performant que tous les autres. Ma femme avait reçu par la poste des échantillons de Rely et elle m'a montré des magazines qui parlaient de jeunes femmes qui avaient leurs règles. Des femmes en très bonne santé. Certaines étaient des infirmières et elles se mettaient à mourir pendant leurs règles. Ça a fait tilt dans ma tête. J'ai connecté ces informations avec la toxine du staphylocoque doré. Je dois probablement avoir une vieille lettre. Voilà, elle est là. Dans ce courrier, je disais « Je suis directeur de microbiologie clinique ». Je me suis intéressé au syndrome du choc toxique qui a récemment été porté à l'attention du public. Et je crois que j'ai trouvé la solution. Lorsque le docteur Tiernaud envoie ce courrier aux autorités de santé américaines, il vient de comprendre que la matière du Rely permet au redoutable staphylocoque doré de proliférer dans le vagin. Mais son étude va rester lettre morte alors que des drames sont déjà en train de se multiplier dans le pays. Neuf jours avant de mourir, la femme de Michael écrivait ces mots dans son journal intime. Katie's
Katie dort de 22h à 7h et elle commence à faire des siestes de 4 heures. Elle sourit, elle rit aux éclats quand on change ses couches. Michael a fait un cauchemar dans la nuit de samedi. Il a rêvé qu'il était broyé par un camion à ordures. Hier, Katie a été baptisée. C'est vraiment une gentille petite fille. Nos 2 filles sont si mignonnes. J'aime ma famille. 29 août 1980. C'était une mère et une femme formidables. En août 1980, Pat Kem a 25 ans. Et avec son mari Michael, leur petite fille et le bébé qu'elle vient de mettre au monde, elle semble avoir la vie devant elle. Elle a ses règles pour la première fois depuis l'accouchement, lorsque sa sœur lui parle de tout nouveaux tampons arrivés sur le marché. La sœur de Pat lui a dit qu'elle venait d'en utiliser durant l'été 80 et qu'elle les aimait vraiment beaucoup. Elle voulait que Pat les essaye. Ils appelaient ça un super tampon. À l'époque, la plupart des tampons sont en coton. Mais pour augmenter le pouvoir absorbant de son produit, Procter & Gamble décide de créer un tampon entièrement synthétique. Pour cela, il utilise un matériel unique, le carboxyméthylcellulose. Un tampon pouvait absorber 5 jours d'un cycle d'une femme. Un seul tampon. C'était un produit 100% synthétique. Les bactéries n'ont pas de cerveau, elles ne sont pas comme ci ou comme ça. Elles réagissent à l'environnement. Le staphylocoque doré produit de la toxine lorsqu'il est en présence de conditions physico-chimiques optimales. Et ça se produit merveilleusement bien lorsqu'il est en présence d'un produit synthétique, pas avec du coton. Un jour après avoir utilisé le Relay, la femme de Michael est emmenée aux urgences. Le staphylocoque doré a proliféré grâce au tampon synthétique. Il est déjà trop tard pour elle. À un moment, le médecin de famille est sorti et je lui ai demandé quand elle va se remettre, ses organes seront endommagés? Il m'a regardé et il m'a dit « Mike, je ne peux pas vous répondre. J'essaie juste de la garder en vie pour le moment. » Je suis rentré dans la chambre pour veiller sur elle et je lui ai dit « Pat, je vais rester avec toi toute la nuit. Je vais juste à la maison prendre quelques vêtements et je reviens. Je veux que tu continues à te battre pour moi. Pour nos bébés. » Elle a cligné des yeux et quand elle a fait ça, des larmes de sang ont coulé au coin de ses yeux à cause de tout ce qui était en train de se passer dans son corps. If you use Rely tampons, here's an important message from Procter & Gamble. Women who use Rely tampons should stop using them and return any unused product to Procter & Gamble for a refund. Pour sauver sa réputation, le fabricant retire son produit du marché 15 jours après la mort de Pat et d'une vingtaine d'autres femmes. Mais pour Michael, ce n'est pas suffisant. Il décide d'attaquer Procter & Gamble et s'attache les services d'un modeste avocat de l'Iowa, Tom Riley. L'histoire de David contre Goliath dont vont s'emparer les médias. L'avocat veut faire de la mort de Pat Kem le symbole d'un scandale de plus grande ampleur. I anticipate there will be more lawsuits because attorneys from around the country have told me that they have been holding back, waiting for a breakthrough. À l'époque, Sarah, la fille de l'avocat, est encore étudiante. Son père l'envoie au siège de Procter & Gamble à Cincinnati avec 2 assistants pour trouver des preuves compromettantes dans les archives du géant. Elle va passer des jours noyée sous des milliers de documents.
Au début, ils ont essayé de me faire croire qu'ils ne savaient pas quel document se trouvait dans quelle boîte. Je leur avais dit que je voulais voir les lettres de réclamation. Mais j'ai dit à leur avocat, je ne peux pas croire que vous, Procter & Gamble, l'une des plus grosses compagnies au monde, qui a une source de revenus plus grande que la plupart des pays, jette comme ça des documents dans des boîtes et que personne ne sache où se trouvent ces documents. Non les gars, vous ne me dites pas la vérité et je ne pense pas non plus que le juge McManus va vous croire. On est peut-être de l'Iowa, un État rural, mais on n'est pas stupide. Et soudain, quand on est revenu du déjeuner, on nous a fait savoir que, oh, surprise, ils avaient trouvé un index, une liste indiquant quels documents se trouvaient dans quelle boîte. Il y avait beaucoup de plaintes de femmes disant qu'elles avaient dû aller à l'hôpital pour qu'on leur enlève leurs tampons. Les Relay étaient si absorbants que les femmes n'étaient parfois pas capables de les enlever elles-mêmes. Parfois, la cordelette se cassait, ou bien c'était si douloureux qu'elles devaient aller aux urgences. Le cabinet d'avocats contacte alors le microbiologiste Philippe Tierno. À l'époque, il est le seul à savoir pourquoi un tampon synthétique peut causer la mort d'une femme. Le docteur accepte sans réaliser qu'il s'attaque là à l'une des plus grosses multinationales du pays. Il commence à recevoir des appels anonymes en pleine nuit et la veille de l'ouverture du procès, il reçoit une étrange visite. Une grosse limousine noire est arrivée dans le quartier. J'étais dehors en train de parler avec mon voisin. Soudain, quelqu'un a ouvert la vitre de la limousine. Une main est sortie, a pointé le doigt, comme ça. Et tous les deux, on a entendu le type dire « C'est la maison de Tierno ». Il pointait du doigt ma maison. J'avais vraiment peur. J'ai parlé de l'incident à Tom Riley, l'avocat dans l'affaire Kem. Alors il m'a dit « Écoutez, je vais vous faire témoigner en premier ». J'ai dit « Pourquoi ? Je vais juste témoigner devant la cour ». Il a répondu « Au cas où vous ne pourriez pas arriver jusqu'au tribunal, je veux faire votre déposition tout de suite ». Ça m'a effrayé encore plus. Tierno témoigne immédiatement et prouve que plus un tampon synthétique est absorbant, plus le risque de syndrome du choc toxique est grand. C'est le premier procès d'une longue série où Procter & Gamble sera condamné à payer des millions de dollars aux victimes. Procter gambled and lost. This was a great victory, and we made legal history today. We beat one of the largest corporations in the world. So I feel that this verdict definitely somehow is vindicated, although there's nothing that can be done for Pat. It's at least, I think she'd be happy with the verdict. De l'affaire du Relay, il est resté 2 victoires pour les femmes américaines. Le fameux tampon n'existe plus et les fabricants ont été contraints d'indiquer qu'un tampon super absorbant accroît le risque de choc toxique. Il a fallu attendre presque 20 ans pour que ce message d'alerte traverse l'Atlantique. Et c'est une féministe néerlandaise qui a porté ce combat. En 1998, Nell van Dijk était présidente du Comité des femmes au Parlement européen. Le texte qu'elle a encadré a abouti à une réglementation 2 ans plus tard. Problème, aujourd'hui le lien entre les tampons super absorbants et le choc toxique n'est toujours pas signalé clairement aux femmes européennes. Il n'y a pas du tout d'avertissement. Donc, le lien entre les gouttes et le syndrome du choc toxique n'est pas clair. Peut-être que ce papier parle de ce lien. Mais personne ne lit ça. Personne. Si personne ne fait le lien, c'est sans doute à cause de ces quelques gouttes. Elles devaient être un message d'alerte. Elles ont été transformées par les fabricants en un sympathique mode d'emploi pour les femmes. Des femmes qui, du coup, croient que plus leurs règles sont abondantes, plus elles doivent choisir des tampons absorbants symbolisés par de nombreuses gouttes.
Ça veut dire que si vous voulez être certain que le taux d'absorption des tampons soit vu, vous devez aussi vous assurer que les femmes comprennent qu'elles doivent faire le choix du taux le moins absorbant. Tant qu'elles n'auront pas compris ça, il y aura un danger. 35 ans après la tragédie du Relay, les nouvelles générations semblent toujours victimes de ce marketing qui joue avec le feu et qui ne dit toujours pas aux femmes qu'il faut changer un tampon le plus souvent possible. On voit des nouveautés tout le temps sur les tampons, qui sont de plus en plus évolués, de mieux en mieux, qu'on peut garder encore plus longtemps. Et voilà, et je comprends qu'aujourd'hui, les femmes continuent à en mettre, et c'est un gros problème, parce qu'on n'est pas informé sur les risques qu'on encourt. Puis maintenant, je veux dire, il faut une telle propagande pour les tampons que je pense que les jeunes filles en mettent en plus de plus en plus jeunes. Il y a 13-14 ans, quand vous mettez des tampons, bah forcément, vous oubliez, vous ne le changez pas forcément régulièrement. Et ouais, c'est grave. Aujourd'hui encore, face à la puissance des industriels, l'Europe peine à imposer la transparence. Pour faire enfin évoluer la réglementation, Michel Rivasi a écrit en avril 2016 à la Commission européenne qui lui a opposé une fin de non-recevoir. Moi, j'ai voulu en avoir le cœur net et j'ai écrit à la Commission pour les interpeller en disant « Est-ce que vous garantissez qu'il y a une sécurité du produit ?» et la réponse, c'est du genre « circuler, il n'y a rien à voir. On ne peut pas obliger un fabricant à indiquer, parce que c'est ça quand même la demande, c'est qu'est-ce qu'ils mettent dans ces produits. » Aucune loi particulière n'encadre les tampons, mais ce n'est pas tout. Nous avons découvert que la Commission européenne avait en juin 1999 laissé les fabricants proposer leur code de bonne conduite, c'est-à-dire établir leurs propres règles concernant la sécurité des tampons. Moi, cette commission, on dirait qu'elle a peur d'exiger de l'information quand vous voyez que la charte de bonne conduite a été faite en collaboration avec les grands fabricants. Vous vous dites qu'il n'y a pas du tout d'études scientifiques et indépendantes pour vérifier les dires des industriels. On a une agence, on paye une agence européenne sur la sécurité des produits, c'est à elle à faire ses études. Pour avoir le champ libre, les industriels ont mis les politiques sur le banc de touche et les consommatrices aussi. Pour nous faire passer l'envie d'en savoir plus sur leurs produits, les fabricants ont bâti toute leur stratégie sur une arme absolue, le tabou autour des règles. Pour le cours d'aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait discuter de la stigmatisation autour des règles. On peut commencer avec ces mots. Stigmatisation autour des règles. Chris Bobble enseigne l'étude de la condition des femmes. Elle aide les nouvelles générations à décrypter le cynisme des industriels. Alors, qu'est-ce que la stigmatisation autour des règles ? Disons que c'est comme si une femme était vue comme quelqu'un de sale lorsqu'elle a ses règles. Oui, ok. Donc, une femme qui a ses règles, par association, est une femme sale. Alors, la mission dans notre culture, l'attente que nous avons, c'est de cacher notre sang. Donc, le tampon est brillant en ce sens parce qu'il cache nos règles à l'intérieur. Oui, les règles sont littéralement ôtées de la vue de la femme elle-même. Pour le professeur de Boston, les fabricants s'appuient sur le carcan de la féminité pour imposer des produits qui jouent avec notre santé.
Être féminine veut dire être contenue, être disciplinée, être sous contrôle. Donc nous contrôlons nos cheveux, notre pilosité, même l'espace que nous prenons puisque nous croisons les jambes pour prendre moins de place. Donc le tampon est un outil qui permet aux femmes qui ont leurs règles de se plier aux normes de la féminité, d'être propres, saines. Donc, on voit souvent des femmes heureuses, portant du blanc, des femmes très actives. On ne voit jamais de sang, on voit du liquide bleu. On voit le produit avant utilisation, jamais après utilisation. Derrière le voile de pureté, œuvrent des industriels qui opèrent à leur guise, en toute opacité, avec inconsciemment la complicité des consommatrices. Je pense que les industriels ne font pas qu'utiliser et exploiter le tabou. En fait, ils le perpétuent parce qu'ils rendent les règles presque invisibles. Parce que les femmes qui ont leurs règles sont si désireuses de cacher leur menstruation qu'elles ne sont ni vigilantes ni curieuses concernant les produits qu'elles utilisent. Et donc, l'industrie peut opérer dans l'ombre, parce que les consommatrices ne sont pas en demande de produits sûrs. Et les industriels exploitent ce manque de curiosité. Comme ça, ils peuvent faire tous les produits qu'ils veulent. Et nous, consommatrices, nous devons nous organiser pour les rendre responsables. Après des décennies d'obscurité, c'est en France que la lumière se fait enfin sur les tampons. Mais ce qui commence à se dessiner n'est pas de bon augure. En août 2016, le secrétariat d'État à la consommation a lancé pour la première fois de son histoire des tests sur plusieurs marques. Les résultats ont confirmé qu'il y avait toujours des fibres synthétiques dans les tampons, mais il y a plus grave. Leurs tests ont aussi révélé la présence d'un cancérigène. Dans les 6 références de tampons que nous avons prélevées et analysées, nous avons trouvé des traces, à des seuils très faibles, de dioxine et de furane. Nous avons tout transmis à l'ANSES, qui, elle, est une autorité sanitaire qui a la compétence et qui a la mission pour faire cette évaluation de risque. Et nous attendrons le résultat de son évaluation de risque à l'été pour en tirer les conclusions et éventuellement prendre les suites appropriées. Traces à des seuils très faibles, donner éventuellement des suites appropriées. Dit sur ce ton mesuré, on en oublierait presque que les dioxines sont l'un des 10 produits chimiques les plus dangereux au monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors pourquoi ce toxique est-il présent dans les tampons? Il était illusoire d'imaginer entrer dans l'usine d'un fabricant. Il nous fallait donc trouver un témoin, une sorte de lanceur d'alerte. C'est dans la Floride des cow-boys, loin des plages de Miami, que nous avons fait la connaissance de Joy Towels-Ezel. Ce petit bout de femme d'1,50 m qui ne s'en laisse pas compter, se bat depuis plus de 20 ans contre la pollution à la dioxine en Floride. Pour comprendre pourquoi des dioxines se trouvent dans les tampons, Joy pensait qu'il fallait d'abord que nous comprenions comment ils sont fabriqués, et elle avait raison. Nous l'avons suivie dans une forêt juste à côté de chez elle. La cellulose qui va dans les tampons, les fibres, eh bien ça vient des arbres. Pas du coton? Non, pas du coton. C'est plus absorbant que le coton. Il les transforme en cellulose qui va dans les tampons, les serviettes hygiéniques, les couches,
Et cette cellulose sert aussi à la fabrication de boyaux de saucisses. Ça sert à recouvrir les médicaments, ces petites capsules qui ressemblent à du plastique, mais qui sont faites de la cellulose. À Péry, on croise ces grumiers dans toute la ville. Ils transportent ces pains qui bientôt deviendront de la cellulose chimique. Tous les camions ravitaillent la même usine. Nous sommes sur la route vers l'usine. Il y a beaucoup de camions qui passent par là. Là, c'est l'usine en face de nous. On peut déjà la sentir. Vous la sentez? Vous la sentez, hein? On peut facilement la sentir avant même d'arriver à côté. Une odeur âcre, mélange de bois brûlé et de produits chimiques, se répand à des kilomètres à la ronde. Elle provient de l'usine de Foley Cellulose. Elle appartient à Georgia Pacific, qui fournit les fabricants de protection hygiénique. Pendant 40 ans, elle a d'abord appartenu au fameux géant Procter & Gamble, qui fabriquait le Rely et qui détient aujourd'hui la marque Tampax. Le site fonctionne 24 heures sur 24 pour fabriquer la cellulose. Mais il y a un hic. À la base, elle est marron. Pour la rendre d'un blanc immaculé, l'industriel doit la blanchir avec du chlore. Là, c'est du dioxyde de chlore. Vous pouvez filmer ça? Ça veut dire que ça produit de la dioxine. Le dioxyde de chlore est si dangereux que vous ne pouvez pas le transporter par camion ou via un pipeline. Vous devez le fabriquer sur le site. Le dioxyde de chlore, utilisé pour blanchir la cellulose, est précisément ce qui, lors du processus de fabrication, crée de la dioxine. Voilà pourquoi l'utilisation du chlore est un sujet tabou pour ces industriels qui ont refusé notre demande d'interview et de tournage dans leur usine. Une autre rencontre avec une ancienne salariée de ce site a été déterminante pour en savoir plus sur les pratiques de cet industriel. Janice Blair a travaillé ici pendant 8 ans. Aujourd'hui, elle n'est plus salariée et peut donc parler librement. Victime d'un accident au chlore dans l'usine, elle connaît bien ce dangereux produit chimique. Un produit utilisé massivement par l'industriel, comme l'atteste un document qu'elle s'est procuré. Regardez, c'est daté de juin 2014. C'est la liste des produits chimiques. Voilà, c'est là, en page 3. C'est écrit « Solution de dioxyde de chlore ». Et ils donnent aussi la quantité qu'ils stockent, leur inventaire. Pour la quantité, c'est juste ici. Ils disent qu'ils ont un stock de 49 948 livres sur le site. Mais un autre chlore génère encore plus de dioxine, le chlore élémentaire. Sur ce point, les industriels de l'usine sont formels. Ils n'en utilisent plus, comme l'indique cet article datant de juin 2015. L'usine n'utilise plus de chlore élémentaire. La FDA, elle aussi, se montre rassurante. Voici ce que l'autorité sanitaire américaine affirme depuis 1999. Blanchiment au chlore élémentaire. Cette méthode n'est plus utilisée par aucun fabricant américain de tampons. Mais Janice Blair et ses documents ne semblent pas dire la même chose. On cherchait des infos sur le chlore élémentaire. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? On a trouvé qu'ils en stockaient sur le site et qu'ils l'utilisaient. Souvenez-vous, ce sont les mêmes personnes qui nous disaient qu'ils n'en utilisaient pas.
Le chlore élémentaire apparaît bien dans les stocks de 2013. 1 280 000 livres, soit environ 580 tonnes. Il apparaît aussi toujours dans les stocks en 2015. Je m'en fiche si les protections hygiéniques sont blanches ou brunes. Vu ce qu'on en fait, ça m'est complètement égal. Si ça veut dire éliminer le processus de blanchiment et que ça ne cause pas de tort à des générations entières, je m'en fiche. Des générations de femmes déjà impactées par des tampons à la dioxine. Pour Joy, cela ne fait aucun doute. Elle avait 7 ans quand elle a vu ce toxique polluer pour la première fois la Fenelaway River. Depuis, la rivière a pris la couleur d'une liqueur visqueuse. Elle détient aujourd'hui le triste record de 3e rivière la plus polluée des États-Unis. Pendant des années, ils ont dit « Non, nous n'émettons pas de dioxine, il n'y a pas de problème. » Et puis en 1999, l'Agence de l'environnement est venue, elle a fait des tests sur les sédiments qu'elle a fini par publier en 2000. Ils ont trouvé que les dioxines dans la rivière étaient à un niveau 200 fois plus important que les normes de sécurité recommandées. Ces dioxines peuvent interférer avec le système hormonal, léser le système immunitaire, causer des cancers. Mais quelles conséquences peuvent-elles avoir concrètement sur l'appareil génital féminin ? Nous sommes allés questionner un chercheur belge qui a travaillé sur les dioxines. Il a justement prouvé que ces polluants seraient responsables d'une maladie qui endommage le système reproducteur féminin, l'endométriose. Normalement, le tissu qu'on appelle l'endomètre est un tissu qui, tous les mois, se détache, saigne et est évacué normalement par les règles. Et ce qui se passe dans la maladie qu'on appelle l'endométriose, c'est que ce tissu est aussi présent à plein d'autres endroits aberrants à l'intérieur du ventre de la femme, sur l'intestin, sur les trompes de Fallope, sur les ovaires, etc. Donc c'est une pathologie très très douloureuse qui est responsable de douleurs, mais aussi d'infertilité. En 2005, le professeur Lison a mené une étude sur plus de 70 femmes. La plupart hospitalisées à cause d'une endométriose dans le service de gynécologie de la clinique universitaire voisine. Et ces hypothèses se sont malheureusement révélées concluantes. Donc, ce que nous avons trouvé, c'est qu'après avoir mesuré ces différentes dioxines dans le sang, on voit que pour les patientes qui sont atteintes d'endométriose, ici une forme classique de la maladie et ici une forme profonde d'endométriose, vous voyez que les deux groupes de patientes atteintes d'endométriose ont des activités de dioxines plus importantes que les patientes contrôle, les patientes indemnes d'endométriose. La source d'exposition aux dioxines chez l'être humain, c'est dans une très très large mesure l'alimentation. Elle va aller se stocker dans les tissus gras et elle va y rester, elle va s'éliminer très très difficilement de l'organisme, si bien qu'au cours de la vie, la charge corporelle en dioxines augmente de façon constante tout au long de la vie. Se pourrait-il que les dioxines retrouvées dans les tampons puissent elles aussi s'accumuler dans le corps, provoquant des dégâts sur la santé des femmes. À ce jour, la capacité du vagin à absorber des dioxines n'a jamais été étudiée. Jamais, jusqu'à ce que le travail d'un homme, qui a priori n'avait aucun rapport avec notre sujet, n'attire notre attention et se révèle déterminant.
Le docteur Richard Paulson est membre du Bureau américain d'obstétrique et de gynécologie. Pour son étude qui lui a valu un prix prestigieux en 1999, il a démontré que les muqueuses vaginales seraient très perméables à certaines molécules et un excellent moyen d'administrer un médicament à base d'œstrogène. Vous prenez un comprimé qui normalement s'avale, et en le plaçant dans le canal vaginal, ça va directement dans l'utérus en beaucoup plus grande quantité que lorsque vous donnez l'œstrogène par une toute autre voie. La quantité qui arrive dans le sang est 10 fois plus importante que lorsque vous ingérez ce médicament. 10 fois. C'est une sacrée différence. Ce n'est pas juste un petit peu. Les dioxines auraient-elles les mêmes capacités décuplées que la pilule d'estradiol à traverser le vagin des femmes pour s'introduire dans leur corps? Le docteur Paulson va pour la première fois avec nous se pencher sur la question. Pour vous, est-ce que c'est préoccupant si je vous dis qu'il y a des dioxines dans les tampons? Nous devons regarder la structure chimique. Est-ce que vous me donnez 10 minutes? Vous voulez continuer, faire un break? Allez, on va regarder rapidement. Commençons par les dioxines. Voilà. Ça, c'est une molécule de dioxine. Vous voyez les anneaux? Ok. Maintenant, faisons la même chose pour l'estradiol. Vous voyez? Elles ont les mêmes anneaux. Donc je pense que c'est pertinent. C'est sans doute ce qui explique qu'elles peuvent toutes les deux être facilement absorbées par les cellules, comme celles que l'on trouve sur la peau ou dans le vagin. Donc si la question est « Est-ce que je pense que les dioxines peuvent être absorbées par le vagin ?» Ma réponse est oui. En France, le secrétariat d'État à la consommation a trouvé de faibles quantités de dioxines dans chaque tampon. Mais il serait peut-être utile que les autorités sanitaires intègrent la découverte du docteur Paulson dans leurs prochaines investigations. Pour le docteur Tierno, qui travaille toujours sur les tampons depuis l'affaire du Relay, il y a de toute façon une donnée essentielle qu'il ne faut pas négliger. Beaucoup de gens disent « Oh, il y a une si petite quantité de produits chimiques, ça n'affecte pas les femmes. » Oui, c'est vrai, si une femme utilise un tampon. Mais elle en utilise 11 000 ou plus dans une vie. Donc, la plupart de ces produits chimiques, comme les dioxines, s'accumulent dans le corps, dans la graisse du corps. Donc vous prenez 5, 6, 8, 10 tampons pendant les règles et vous répétez ça 28 jours plus tard. Et encore 28 jours plus tard. Et vous répétez ça jusqu'à ce qu'une femme n'ait plus ses règles. Donc ça fait beaucoup de tampons. Vous absorbez beaucoup de produits chimiques. Le plus sûr quand on a ses règles, c'est d'utiliser des serviettes hygiéniques ou autre chose qu'un tampon. Le vagin est conçu pour drainer, pour laisser s'écouler le sang. Il n'est pas censé être obstrué par un tampon. Quelqu'un en Afrique du Sud est aussi convaincu que ce produit d'hygiène féminine est venu contrarier un processus naturel. Sans même parler de polluants, porter simplement un tampon pourrait exposer les femmes au risque d'endométriose. À nouveau, le spectre de cette maladie qui revient. Ce fléau touche entre 150 et 200 millions de femmes dans le monde. Lisette Reutz fait partie de ces femmes. Elle pense que le port du tampon est la cause de son calvaire de jeunesse. Pendant des années, elle a souffert d'endométriose. Une maladie qui augmente significativement le risque de fausse couche. Entre ma fille aînée et mon fils, j'ai perdu 2 bébés.
à 13 semaines de grossesse. Ma fille aînée avait aussi une jumelle lorsque j'étais enceinte d'elle. Et je l'ai perdue à cause de complications. Alors mon mari et moi avons eu de longues conversations, très ouvertes. Comme j'avais perdu 3 bébés en très peu de temps, j'avais aussi des problèmes avec mon endométriose. On a donc finalement décidé que pour ma santé, il était préférable que je subisse une hystérectomie. Lisette Reutz a 31 ans lorsqu'elle subit cette ablation de l'utérus. En tant qu'ancienne sage-femme et infirmière, elle décide en 1999 de mener, avec des étudiants du département santé de l'Université d'Afrique du Sud, une étude sur une centaine de femmes. Elle s'aperçoit alors que plus les femmes utilisent des tampons, plus elles souffrent d'endométriose. Il y a une corrélation claire dans cette étude entre les patientes souffrant d'endométriose et l'utilisation des tampons par rapport à celles qui n'en utilisaient pas. Ça veut dire qu'à cause du tampon qui empêche le flux de s'écouler, il est possible que le flux menstruel soit bloqué, puis reparte dans le bassin par les trompes de Fallope, contribuant ainsi à l'endométriose. D'autres spécialistes de l'endométriose pensent que la théorie de Lisette Reutz est plausible et que les travaux de la chercheuse mériteraient d'être poursuivis. La femme, elle, regrette de ne pas avoir su plus tôt les risques qu'elle encourait. Je n'ai pas été informée. Ce n'était donc pas un choix éclairé. Vous entendez vos amis vous dire « utilise des tampons, c'est un produit sûr, il faut juste faire attention à ton hygiène ». Mais personne ne m'a dit qu'il y avait des risques possibles. Nous devons aider les utilisatrices d'aujourd'hui à prendre une décision en toute connaissance de cause. Faire un choix éclairé, c'est la préoccupation qui nous a guidés tout au long de ce film. Face à la somme d'incertitudes, aux travaux qui restent à accomplir, nous avons décidé d'aller un peu plus loin. En septembre 2016, nous avons donc lancé des tests auprès d'un laboratoire indépendant. Depuis 25 ans, ce chimiste spécialisé en toxicologie traque les contaminants. Des boues rouges des calanques, en passant par les dioxines des incinérateurs ou la pollution de l'Erika, Bernard Taillez est de tous les combats sanitaires. Il a réalisé pour nous des tests sur 6 grandes marques les plus utilisées par les femmes. Après des semaines de recherche, les résultats sont tombés. Et voici le composant chimique qui l'a particulièrement alarmé. Il s'agit d'un perturbateur endocrinien bien connu. Alors comme vous le voyez, ce sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 figures différentes. Chaque figure est associée à une des marques des tampons sur lesquels j'ai travaillé. Chaque pic, c'est un phtalate. Donc si on compte le nombre de pics dans l'échantillon 1, on trouve 1, 2, 3 grands pics, 3 phtalates. Dans l'échantillon 2, 1, 2, 3, 4 petits pics, 4 phtalates. On constate aussi que les 6 échantillons ont un pic assez important à 58 minutes 31, 58 minutes 26, 58, 23, 58, 58, 58. Donc tous les échantillons, les 6 échantillons contiennent ce phtalate particulier qu'on appelle DEHP. Et donc non seulement c'est un perturbateur endocrinien, mais en plus c'est vraisemblablement un cancérigène. Ce phtalate cancérigène
est interdit par l'Union européenne, sauf autorisation spéciale. Il est généralement utilisé pour assouplir le plastique. Et justement, du plastique, le directeur du laboratoire chargé des tests pour le secrétariat d'État à la consommation en a identifié dans certains tampons analysés pendant l'été 2016. Bon, quand on regarde des produits, avant même de faire la microscopie, il y a un certain nombre de conclusions qui sont immédiates. C'est que sur ce produit-là, on voit que visiblement, il n'y a pas de couche extérieure, c'est-à-dire que l'intérieur sera la même que l'extérieur. Sur cet autre produit, on voit que c'est un petit peu plus sophistiqué, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, il y a un petit voile qui permet de donner un effet de lisse, un effet de douceur sur le produit. Ça peut être un non-tissé de coton, mais ça peut être aussi du polyéthylène, du polypropylène, différentes fibres synthétiques. Différents types de plastique donc, pour fabriquer le voile, mais pas seulement. On en trouverait aussi dans les matières absorbantes des tampons. Voilà ce qui explique sans doute la découverte de phtalates dans les tampons. Ces composants seraient-ils nuisibles pour l'appareil reproducteur féminin? Les meilleurs spécialistes de la question sont américains. À Boston, la plus grande étude jamais réalisée sur le lien entre phtalates et fertilité est justement en cours. 800 femmes qui ont du mal à avoir des enfants, étudiées depuis plus de 10 ans. Une étude unique au monde et dirigée par un groupe de chercheurs de Harvard. Ce que j'ai découvert à travers cette étude, c'est qu'on pouvait examiner des marqueurs extrêmement précoces d'infertilité, des marqueurs en relation avec des produits chimiques comme les phtalates, que l'on peut mesurer avant la grossesse. Grâce à cette cohorte de femmes suivies sur le long terme, le docteur Messerlian et son équipe ont pu s'intéresser à l'un des moments les plus déterminants dans la fertilité, la période des règles. Nous avons obtenu des échantillons d'urine pour chaque participante, à 2 moments du cycle menstruel. C'est une période très importante dans le cycle parce que c'est juste avant la période de conception, pendant ce qu'on appelle la phase folliculaire du cycle. C'est une grande période de vulnérabilité qui peut potentiellement avoir des répercussions néfastes si on veut concevoir un enfant. Dans notre étude, nous avons constaté que mesurer les phtalates à cette période précise, juste avant la conception, était crucial. Car nous avons constaté que plus le niveau de phtalates était élevé à ce moment-là, pendant les règles par exemple, plus il y avait un risque de fausse couche. Un excès de phtalates qui provoquerait des fausses couches, des drames dans la vie des couples. Nous avons montré au docteur Messerlian nos tests en laboratoire qui prouvent que cette contamination aux phtalates peut également venir des tampons. Le fait que vous ayez trouvé des phtalates dans des tampons est une découverte importante pour nous, car nous venons d'identifier une nouvelle source d'exposition aux phtalates. Jusqu'à présent, nous n'avions jamais considéré les tampons comme une source potentielle d'exposition au DEHP qui peut causer de graves problèmes aux femmes si elles veulent tomber enceintes. Les tampons ont-ils contribué aux fausses couches des femmes étudiées par Carmen Messerlian? Le docteur va s'appuyer sur notre étude pour lancer de nouvelles recherches. Nous aurions aimé vous dire que la liste des composants chimiques problématiques trouvés lors de nos tests s'arrêtait là. Oui, nous aurions tant aimé. En fait, il y en avait tellement qu'il nous est impossible d'en faire l'inventaire. J'ai obtenu la preuve que tous ces produits contiennent entre 20 et 30 composants chimiques. Donc, s'il y a 20 ou 30 composants chimiques, on a le droit de se poser la question de l'innocuité de chacun d'eux. Regardez, sur n'importe quelle boîte de médicaments, vous avez la composition. Y compris les excipients, les choses qui servent à parfumer. Là, rien. Silence total.
puisqu'il n'y a rien d'écrit sur l'emballage, ça veut dire qu'on ne préfère pas en parler. Si on ne préfère pas en parler, il y a des raisons. Les tampons ressemblent à une poubelle chimique. Nous nous en sommes inquiétés auprès du syndicat des fabricants de tampons et lui avons communiqué les résultats de nos tests en laboratoire. Vous serez surpris, ou pas, de savoir que notre proposition d'interview n'est pas un format de communication qui leur est apparu nécessaire et que les consommatrices pouvaient s'informer sur la composition des tampons sur leur site internet. Les fabricants se moqueraient-ils ouvertement de la santé des femmes? Les autorités vont-elles enfin les contraindre à s'en préoccuper? Les consommatrices doivent rester libres de choisir leur mode de protection. En attendant d'obtenir des garanties, les jeunes femmes qui ont été victimes de tampons, elles, ont tranché. J'ai décidé d'arrêter les tampons. Voilà, c'est ma vie entière qui est bouleversée et qui va le rester. Et du coup, ben voilà, on s'imagine, on pense à ce qu'on avait prévu dans le futur et on se rend compte que tout risque d'être remis en question voilà, à cause de ça. Et c'est dur à accepter. Quant à Justine, elle n'a pas le choix. Un nouveau tampon peut lui être fatal. Elle n'a toujours pas développé les anticorps nécessaires pour éviter un nouveau choc toxique. 2 vies de femmes dévastées. À chaque fois que l'on a nos règles, on y pense. On ne sait pas si on a un peu de la fièvre parce qu'on va commencer à développer un choc toxique pendant notre période de règles, ou si c'est normal parce qu'on peut aussi avoir un petit peu de fièvre pendant ses règles. J'ai pas envie que ça recommence. Je pourrais pas, je pense, supporter un deuxième choc toxique. Donc oui, je suis en vie, mais je suis prisonnière. Donc à quel prix ?